Bienvenue dans le 20h de ce 3 janvier. Nous sommes en 2019. Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire a réussi sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a duré tout le mois de décembre 2018. 4 débats de haut niveau ont été organisés, 5 résolutions adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Le président Alassane Ouattara a relevé sa satisfaction. Le gouvernement ivoirien entend exécuter son programme social dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture. Un plus pour ce secteur qui occupe déjà une bonne place dans le plan national de développement à travers le programme national d'investissement agricole PENIA. Les délégations spéciales des communes du Plateau et de Port-Bouët sont conduites par le préfet d'Abidjan. Toby Irié a été installé hier mercredi. Le rôle de la délégation spéciale se limite aux actes de gestion des affaires courantes en attendant l'installation du nouveau conseil municipal. La Chine a réussi ce jeudi l'alunissage, c'est-à-dire à poser un engin sur la Lune, mais sur la face cachée. Une première mondiale qui renforce les ambitions spatiales de Pékin. Aucune sonde ni aucun module d'exploration n'avait encore touché le sol de l'autre côté. Merci de vous informer sur RTI 1. On démarre ce soir à New York aux États-Unis où la Côte d'Ivoire a assuré tout le mois de décembre 2018 la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette présidence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU a vu 4 débats de haut niveau, 5 résolutions adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Le président Alassane Ouattara a relevé sa satisfaction au cours de son discours du Nouvel An. Le dossier de ce 20h revient sur les temps forts de cette présidence ivoirienne. Michel Digré. Fin décembre 2018, réception des représentants des missions diplomatiques auprès de l'ONU pour clore la présidence du Conseil de sécurité par la Côte d'Ivoire. Un mois au cours duquel le pays a affiché ses capacités à diriger cet important organe des Nations Unies. La Côte d'Ivoire rayonne dans le monde. Notre diplomatie permet aujourd'hui à notre pays de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. C'est ainsi qu'après notre entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies, en qualité de membre élu en janvier 2018, nous avons assuré la présidence de cette prestigieuse institution durant ce mois de décembre 2018. Ainsi, nous avons été en mesure de partager notre expérience en matière de sortie de crise, de maintien de la paix, de reconstruction post-crise, de paix et de stabilité. C'est le 1er décembre 2018 que la Côte d'Ivoire prend les rênes de la présidence du Conseil de sécurité. La mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York est à pied d'œuvre pour relever ce challenge 11 mois après l'entrée du pays au Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, boucle les derniers réglages avec ses collaborateurs. Le 3 décembre, le chef de l'État ivoirien arrive à New York. Le président Alassane Ouattara dirige le 5 décembre le débat présidentiel sur le thème « Consolidation et pérennisation de la paix, reconstruction post-crise, paix, sécurité et stabilité ». La reconstruction post-conflit, la paix et la stabilité durable nécessitent en tout premier lieu l'existence d'un gouvernement qui tire sa légitimité d'élections démocratiques et transparentes. Ensuite, la mise en place et le redéploiement d'une administration fiable qui inspire confiance. En troisième point, un processus de réconciliation crédible, mais également une réforme du secteur de la sécurité qui conduit à une armée et des services de sécurité professionnels. Et enfin, un plan d'investissement d'urgence pour la fourniture équitable de services sociaux de base et bien évidemment
avec comme objectif la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Le 6 décembre, c'est au tour du ministre Marcela Montano de présider le débat ministériel sur l'implication des États et des organisations sous-régionales pour plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits. Dans ce monde globalisé, où aucune organisation ne saurait à elle seule porter le poids de la responsabilité de la gestion des menaces qui pèsent sur la sécurité collective, le renforcement de la coopération et de la coordination entre les acteurs nationaux, les organisations sous-régionales, régionales et les Nations Unies s'impose comme une impérieuse nécessité. La recherche d'une approche plus inclusive de tous les acteurs, prenant en compte une claire définition des responsabilités, demeure, à notre sens, le moyen le plus efficace pour assurer la prévention et la gestion des conflits qui sont au cœur de l'agenda du Conseil de sécurité et fondent son existence. Au cours de cette présidence, ce sont au total 4 débats de haut niveau qui ont été organisés, 5 résolutions ont été adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Pour y arriver, la Côte d'Ivoire est restée fidèle à son principe de la recherche de la paix par le dialogue. J'évoquerai la gestion équilibrée de la séance d'information sur le Kosovo, dont la programmation a appelé de notre part un sens de l'équité et la volonté de créer un cadre d'expression pour toutes les parties afin qu'elles s'écoutent et se comprennent en dépit de leurs nombreuses divergences. Nous avions en effet invité les présidents Vučić de Serbie et Tači de Kosovo à venir dialoguer en présence des membres du Conseil de sécurité, ce qui a permis d'éviter une autre crise aux conséquences incalculables dans les Balkans. Pour l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, le pays peut être fier de son mois de présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit d'un bilan globalement satisfaisant au regard des messages de félicitations que notre pays a reçus des États membres du Conseil pour la qualité du travail abattu dans un mois de décembre connu pour être court et chargé en termes d'activités imprévues. Nous voulions une présidence équilibrée, ouverte et promotrice de consensus et d'unité entre les membres du Conseil. Je pense que nous l'avons réussi en restant surtout ouverts aux nombreuses demandes de séances d'information, de consultation, de formulariat et d'AOB à la requête des États membres de l'ONU. La fin de la présidence ivoirienne marque également l'entrée de 5 pays au Conseil de sécurité à partir de ce mois de janvier en tant que membres non permanents pour un mandat de 2 ans. Il s'agit de l'Allemagne, l'Afrique du Sud, la Belgique, l'Indonésie et la République dominicaine. Il remplace l'Éthiopie, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la Suède et la Bolivie. Le gouvernement ivoirien décline son plan national de développement dans plusieurs secteurs, dont celui de l'agriculture. Et aujourd'hui, le programme social du gouvernement entend donner une nouvelle dynamique aux actions pro-pauvres. Adama Koné. Le gouvernement ivoirien est plus que jamais focalisé sur le social. L'adresse du chef de l'État à la nation ivoirienne porte éloquemment cette vision. Je veux dire à chacune et à chacun de vous ma détermination à tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Un des discours qui ne s'attarde pas sur les performances économiques. Tout au plus, le chef de l'État rappelle le fruit des efforts entrepris lorsqu'il cite les derniers rapports du classement Doing Business qui fait gagner 17 places à la Côte d'Ivoire, ou l'indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance, ou encore les avancées avec le Millennium Challenge Corporation. Aujourd'hui, il est question de transformer ces succès économiques et de gouvernance en réalité sociale pour les Ivoiriens. Toute chose qui se traduit dans la structure des budgets adoptés depuis 6 ans. Les dépenses pro-pauvres ont évolué de 1080 milliards de francs CFA en 2012 à 2290 milliards 800 millions de francs CFA en 2018,
soit 34,07% des dépenses annuelles affectées à l'éducation, à la santé, à l'assainissement, à l'électrification rurale, à la fourniture d'eau potable et au transport, entre autres. Le président a donc donné la vision, une vision qui doit être conceptualisée en stratégie. C'est justement à ce niveau qu'intervient le programme social du gouvernement. Le PSG, versant social important du plan national de développement PND, consigne la stratégie à déployer en 5 points. 5 vitesses sociales pour le mieux-être et le mieux-vivre de la population. La vision définie par le chef de l'État, la stratégie trouvée par le gouvernement, il reste l'opérationnalisation et elle est imminente. Le programme social du gouvernement, qui sera mis en œuvre dès 2019, abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir à tous des résultats immédiats et durables. Le 10 ans, le chef de l'État sait que le budget de réalisation est bouclé. Ce sont 727 milliards, 500 millions de francs CFA qui seront débloqués sur 2 ans pour donner aux citoyens ivoiriens un niveau de vie à l'abri des besoins existentiels. On s'intéresse à la diplomatie. L'ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Après 4 ans en terre ivoirienne, son Excellence Ezra Demir regagne son pays. Mais avant, un dîner d'adieu lui a été offert par le gouvernement ivoirien. Olivier Iriebi et Aboulaye Koné. 4 ans et 5 mois, c'est le temps qu'aura duré la mission d'Ezra Demir en Côte d'Ivoire, une période mise à profit dans le renforcement de la coopération ivoiro-turque et qui a favorisé la signature de plusieurs accords dans divers domaines. Au plan économique, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une hausse de 10,85% en 2017, des échanges qui se chiffrent à 204 milliards de francs CFA pour une hausse de plus de 40 milliards par rapport à 2016. Le représentant du ministre des Affaires étrangères a traduit toute la reconnaissance du gouvernement à l'ambassadrice en fin de mission. Vous avez incarné parfaitement l'image de la Turquie en Côte d'Ivoire. Vous avez été le visage de la créativité et du dynamisme débordant de votre pays. En même temps que vous avez été le serviteur dévoué, le serviteur de son ambition, de son influence et de son rayonnement dans le monde. Pour sa part, la diplomate turque a exprimé toute sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour les conditions agréables de collaboration dont elle a pu bénéficier. J'ai eu l'honneur, durant ma mission en Côte d'Ivoire, de collaborer avec 3 différents ministres des Affaires étrangères. J'ai passé 4 années enrichissantes en Côte d'Ivoire pour ma vie professionnelle, mais aussi pour ma vie privée. J'ai eu le plaisir de visiter de nombreuses villes en Côte d'Ivoire, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il m'a été donné de découvrir la gentillesse et l'hospitalité légendaire des Ivoiriens dans tous les endroits où je me suis rendue. Je me suis faite de nombreuses amitiés ici que je compte conserver et pérenniser même en étant hors du pays. Les deux pays ont tissé des relations diplomatiques en 1964, mais c'est 45 ans plus tard que la Turquie va ouvrir une représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Ezra Demir est le 2e ambassadeur accrédité en terre ivoirienne. Elle a été faite commandeur de l'Ordre national lors de cette cérémonie. La Côte d'Ivoire a connu ses dernières élections locales le 13 octobre dernier, avec reprise dans certaines localités et communes. Et jusque-là, les communes qui n'ont pas encore installé leurs nouveaux conseils municipaux vont être dirigées par des délégations spéciales, comme le prévoit la loi. Et c'est le cas au Plateau et à Port-Bouët, où le préfet d'Abidjan a été installé hier mercredi. Kolo Koulibaly. Les maires intérimaires du Plateau, Jacques Yapi, et Touré Lanciné de Port-Bouët ont passé les charges au président des délégations spéciales de ces 2 communes. Le préfet d'Abidjan, Toby Rié-Vincent, a même signé les premiers actes. Il a insisté sur le caractère purement administratif de sa mission. Nous voulons rassurer tout le monde. Il y a la nécessité de respecter nos textes. Et nous ne pouvons pas laisser une vacance
ou un flottement dans la gestion administrative. Les populations ont besoin de poser des actes courants de la vie quotidienne. Et ces actes-là sont dirigés par des textes et par des hommes qui assurent l'animation des services communaux. Donc en mettant en place cette délégation spéciale, on permet cette continuité du service public. Les représentants du ministère de l'Intérieur, Nassad Dakouri, inspecteur général, et Auguste Zogueyi, inspecteur des services décentralisés, ont expliqué le fondement légal de cette décision. Quand parfois des troubles ou des situations un peu spéciales empêchent l'administration de bien fonctionner, l'État s'est donné les moyens à travers la loi d'assurer la pérennité de l'administration pour que les populations ne soient pas pénalisées. C'est une situation d'exception, mais je le répète, elle est prévue par la loi. Pour le moment, la délégation que nous installons maintenant est là pour 3 mois. Si des projets ont été adoptés et approuvés, s'ils sont en cours d'exécution, il faut décaisser progressivement pour que les travaux puissent être exécutés progressivement. C'est leur travail, ça. Les petits matériels et fournitures de bureaux, leur mission, c'est de payer cela. Bon. Les frais de prestation des services tels que le gardiennage et l'entretien des locaux. Voilà ce qu'ils doivent faire. Leur rôle ne consiste pas à faire des investissements nouveaux. Selon la loi sur les collectivités territoriales, si au 31 décembre, le nouveau conseil municipal n'est pas installé, l'administration publique met en place une délégation spéciale. Elle est chargée d'assurer les affaires courantes dans un délai de 3 mois, renouvelable 3 fois. Sortir le secteur du transport de l'informel et le moderniser, la Côte d'Ivoire s'y est engagée depuis 2014. La loi d'orientation du transport intérieur adoptée par l'État a impulsé des formations pour de nombreux acteurs du transport. Ils sont 79 à recevoir leur certificat d'aptitude professionnelle après les dernières formations. Nadia Edja et Jean-Luc Bangbo. Aimé Seribi est patron d'une société spécialisée dans le transport d'hydrocarbures. Dans son entreprise localisée dans la commune de Trècheville, il gère une 60aine d'employés, dont une dizaine d'agents d'encadrement et 43 chauffeurs. Sur cet effectif, 40 chauffeurs et 3 encadreurs ont déjà bénéficié de la formation initiée par l'État ivoirien à l'endroit des acteurs du transport. Une formation initiée dans le cadre de la loi d'orientation du transport intérieur, LOTI, adoptée depuis 2014 et qui vise à professionnaliser et moderniser le secteur. J'ai eu la formation en 2016. Après la formation, nous avons pu organiser notre système d'exploitation. Nous avons pu mettre en place aussi un système d'amélioration des rentabilités de nos chiffres d'affaires. Nous avons aussi pu mettre en place un système de recrutement. Cette formation qui a eu lieu a porté essentiellement sur la conduite défensive. On va leur apprendre les bonnes pratiques. En étant dans votre véhicule, comment vous comporter sur la route pour vous-même, pour les autres, et comment vous adapter au trafic, quel que soit l'état de la route et quelles que soient les conditions dans lesquelles vous roulez en temps de pluie ou en temps sec. Depuis que nous avons fait cette formation avec nos chauffeurs, notamment en ce qui concerne le volet des accidents et des incidents, le nombre a baissé de 80%. 79 acteurs du transport récemment formés ont reçu leur attestation de capacité professionnelle. Très satisfait, prêt pour une bonne gestion, une gestion efficace, une gestion professionnelle. Pour le directeur général du Haut Conseil des entreprises de transport, cette formation vient pallier l'anarchie qui règne dans ce secteur fortement informel. Nous constatons avec beaucoup de regrets qu'il y a encore beaucoup de choses à rattraper parce que le désordre est en train de prendre le pas sur la saine organisation. Et les résultats attendus seront bien entendu un secteur de transport organisé pour le bonheur de nos populations. Le transport, c'est 7% du produit intérieur brut. Pour accroître cette contribution, le ministre des Transports a invité tous les acteurs à suivre cette formation qui sera bientôt indispensable à l'exercice de toute activité dans le domaine. Le relèvement du niveau professionnel des transporteurs et des conducteurs constitue un acte majeur dans la recherche de la performance et de la gouvernance au titre du transport routier. Je vous prie de comprendre qu'il s'agira désormais pour les gestionnaires d'entreprises de transport et pour les conducteurs routiers
de suivre des formations obligatoires préalables à l'entrée en activité. En 2019, l'État ambitionne former 5 000 acteurs du transport, dont 1 500 gestionnaires et 3 500 conducteurs. La formation est cofinancée par l'État et la Banque mondiale à travers le projet de modernisation du secteur des transports, PAMO7. Il comprend plusieurs domaines d'intervention pour un coût global d'environ 26 milliards de francs CFA. Les transporteurs qui desservent la sous-préfecture de Brofo-Doumé dans le département d'Anyama sont heureux. Pour cause, la voie d'accès à Aguien Télégraphe Village vient d'être reprofilée. C'est une localité située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Moussa Konaté. L'impatience se lit sur son visage. À cet endroit du village d'Aguien Télégraphe, localité dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, département d'Anyama, Elisabeth attend l'arrivée de la pinasse pour se rendre en ville. On ne peut pas passer par la voie normale. Pour aller à Abidjan, on paye 200 pour arriver derrière l'eau. De là-bas, maintenant, on prend une voiture pour aller à Benjerville. De Benjerville, tu prends encore voiture pour aller à Abidjan. Cette embarcation est le principal moyen de déplacement pour les populations d'Aguien Télégraphe. Située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, l'accès par la voie est difficile. Pour sortir, c'est difficile. La voiture du transport, la DINA, vient le matin à 6 h. Quand elle retourne, il faut le lendemain encore. Quelqu'un qui est malade, c'est difficile. Même en moto, tu ne peux pas là. Fils de la région, le secrétaire national du Front populaire ivoirien décide d'apporter son soutien. Le reprofilage de la route est lancé. Lors de la campagne de 2016, j'ai été candidat dans cette région et j'ai fait la promesse à ma population d'Aguien qu'au moment opportun, je vais faire profiler la voie pour eux. Et Dieu merci, le moment est venu. C'est donc un soulagement pour les habitants d'Aguien Télégraphe. Les autorités coutumières et préfectorales invitent les autres cadres à suivre cet exemple afin de contribuer au mieux-être des populations. Dans l'actualité politique, la jeunesse du RHDP se mobilise pour le congrès du 26 janvier prochain. Les structures de jeunesse des partis membres vont vers les jeunes de toutes les régions du pays. Une stratégie de mobilisation dévoilée à la presse au cours d'un déjeuner débat. Herman Guivet y était pour RTI 1. Le président du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains d'Ascension, avec les présidents de jeunesse des partis qui composent le RHDP, réunis pour un déjeuner débat avec les journalistes. Objet de ce déjeuner débat, échanger sur les sujets politiques d'actualité, mais aussi et surtout lancer un message de mobilisation à l'endroit des jeunes, en vue de les inviter à prendre une part active au congrès constitutif du RHDP qui se tiendra le 26 janvier prochain. C'est une chance pour nous d'avoir un bâtisseur à la tête de la Côte d'Ivoire, comme le président Alassane Ouattara, et d'avoir un gouvernement consciencieux comme celui du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons déjà un programme d'activité qui part des tournées à l'organisation de l'Assemblée générale du RJDP. Et le 12, nous envisageons une Assemblée générale du RJDP qui va rassembler au moins 2000 responsables de base. Et le message du Congrès va leur être donné dans des termes très clairs afin qu'ils puissent l'approprier et qu'ils puissent aussi le relayer à la base pour une mobilisation réussie le jour du Congrès, c'est-à-dire le 26 janvier 2019. Le Rassemblement des jeunes républicains, dans une action concertée avec les autres structures de jeunesse des partis qui composent le RHDP, entend ainsi à maintenir allumée la flamme de la mobilisation jusqu'au jour du Congrès. Le centre kinémédical forme et sensibilise sur les affections infantiles. L'objectif est d'inciter les futures mères à suivre les consultations prénatales afin d'éviter, entre autres, les malformations qui sont dues à certaines pathologies. Cita Soro. Selon l'OMS, on estime à 975 millions le nombre de personnes handicapées à travers le monde, dont 5,1% d'enfants de 0 à 14 ans. La plupart de ces personnes sont souvent victimes de stigmatisation et n'ont pas accès à l'éducation. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge, d'où l'organisation d'une formation sur la prévention des maladies invalidantes chez les enfants. On peut avoir une origine pendant la grossesse, avant la naissance de l'enfant. Il peut y avoir également des manifestations ou alors des circonstances au cours de l'accouchement jusqu'au 28e jour de vie. Alors, pour prévenir ces maladies-là, il faut assurer un suivi correct au niveau des grossesses.
Et également assurer un environnement sain, un environnement sécurisant à la maman lors de la grossesse. Il faut assurer un suivi médicalisé, un suivi correct des accouchements, avec un équipement adapté et un personnel compétent. Ensuite, les causes postnatales, ça va consister à prévenir toutes les maladies qui peuvent entraîner un handicap chez l'enfant. Sur le thème « Prévention et lutte contre les handicaps chez les enfants de 0 à 17 ans », cette conférence est une occasion de sensibiliser sur la nécessité du suivi des grossesses afin d'éviter certaines maladies qui trouvent leur origine pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. Il ne s'agit pas d'avoir un taux de croissance infantile élevé. Il faut surtout voir et analyser la qualité des enfants qui naissent. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser la population et donc de prendre en charge directement les enfants qui vont naître et pour que la Côte d'Ivoire puisse demain espérer avoir une jeunesse apte et en bonne santé. Ce qu'on ne sait pas ici, on a vu ça aujourd'hui. Étant enceinte, il faut aller à l'hôpital, faire les consultations prénatales, tout et tout. Mais bon, prendre les médicaments normalement. Ce séminaire est une initiative du Centre kinémédical qui s'est donné comme mission la rééducation fonctionnelle et la kinésithérapie pour les personnes atteintes de handicap physique. Le Festival culturel et des arts d'Abobo s'inscrit pour cette 8e édition dans la sensibilisation contre les migrations clandestines. Au programme de cette rencontre annuelle, de la musique, de la danse, des jeux, des expositions et des œuvres d'art. Nous sommes garés par qu'elle se reconnaît. Et c'est reparti pour la 8e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica 2018. Ce festival, tenu dans la cour de la mairie d'Abobo, vise à promouvoir les potentialités culturelles et le talent des artistes de la commune. Mieux, il permet aux habitants d'Abobo de célébrer les fêtes de fin d'année dans la gaieté. C'est la 8e édition, comme vous le constatez. C'est un festival qui est né dans la douleur, qui est né en 2011, pendant que nous étions en pleine guerre. Et c'est un cri de colère face aux préjugés et aux clichés qui sont collés à la peau d'Abobo. Pourtant, Abobo est une belle cité. Depuis que nous avons commencé, ce sont les stars locales que nous invitons. Et cette année, nous avons décidé d'ouvrir sur le monde entier la France, l'Allemagne, l'Haïti, sans oublier le Burkina Faso. Comme pays invité d'honneur cette année, le Mali, qui a présenté au public du Festica, sorti nombreux pour cette 8e édition, une grande partie de sa culture. Ça traduit vraiment toute l'amitié, la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et donc, que le Mali soit aujourd'hui l'invité d'honneur de cette 8e édition ne nous surprend guère. Comme les années précédentes, des stands ont été dressés pour des expositions d'œuvres d'art et des articles artisanaux. À 21h, le festival prend une autre tournure avec la présence de grosses pointures de la musique ivoirienne sur la scène. Pour moi, c'est une très belle initiative parce que voilà, la jeunesse déjà de ce quartier, de cette commune a vraiment besoin de ça. Donc le festival est très bienvenu. Moi, ça me fait plaisir d'être toujours là pour pouvoir apporter mon soutien aux grands frères qui font du bon boulot. Des spectacles hauts en couleurs et en sonorité musicale qui ont pu tenir le public en haleine pendant des heures. Non aux migrations clandestines, thème choisi pour cette 8e édition. Occasion pour les artistes de sensibiliser la jeunesse sur ce phénomène qui gangrène la société ivoirienne. C'est désolant parce qu'aujourd'hui, à cause de la galère, plein de jeunes sont obligés de prendre par l'eau, espérant avoir un avenir meilleur, mais moi je déconseille ça, parce qu'ici c'est l'avenir. C'est dans l'allégresse et la liesse populaire que le lancement de la 8e édition du Festica, Festival des arts et de la culture d'Abobo, a pris fin. Dans
l'actualité internationale, la Chine a réussi ce jeudi l'alunissage, c'est-à-dire à poser un engin sur la Lune, mais sur la face cachée qui est très accidentée, contrairement à la face visible qui est plus proche de la Terre et toujours orientée vers notre planète. C'est une première mondiale qui renforce donc les ambitions spatiales de Pékin. Aucune sonde ni aucun module d'exploration n'avait jusque-là encore touché le sol de cet autre côté. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Marie Langoran. Très bonne fin de soirée à tous.